qu'est-ce que ce seraient ces trois institutions qui seraient en miroir des trois institutions capitalistes? La première capitaliste, donc on avait dit la propriété lucrative. Eh bien, il faut absolument la changer, et nous avons déjà commencé sous certaines formes, en propriété collective des moyens de production. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un propriétaire, mais tous les travailleurs du collectif de travail sont propriétaires eux-mêmes. Dès que vous rentrez dans un collectif, vous devenez propriétaire d'usage. Pardon, j'ai oublié le mot important. Propriétaire d'usage de l'outil de travail. C'est-à-dire que vous ne tirez pas de revenus, de profit de votre propriété d'usage. Il faut abattre le profit. Il faut abattre la propriété lucrative. Ça veut dire qu'aussi, personnellement, si vous avez deux maisons, eh bien, vous les usez les deux. Vous les utilisez les deux. Mais vous ne pouvez plus mettre un locataire pour piquer un revenu avec le loyer. Il faut être cohérent aussi. Et c'est pour ça que la bourgeoisie, la classe dirigeante, la classe dominante aujourd'hui, elle nous tient avec cela. Elle dit, ah mais oui, mais vous voulez tuer les pauvres petits propriétaires, les pauvres mamies et papis qui n'ont pas assez de retraite et qui arrivent à avoir une retraite décente grâce au loyer du deuxième appartement. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'à Faucon, hein, non. Il faut qu'on change petit à petit nos représentations mentales. Le deuxième miroir, donc le marché, c'était la deuxième institution capitaliste, c'était le marché des indépendants, des biens et services et le marché de l'emploi. Eh bien, l'opposition, le miroir, c'est le salaire à la qualification personnelle, le fameux salaire à vie. Nous avons déjà commencé des tentatives de salaire à vie. Un salaire à vie, qu'est-ce que c'est? Un salaire à la qualification personnelle. Nous avons vu que dans l'emploi, on avait fait un grand progrès, nous avions qualifié le poste de travail. Attention, la qualification, il ne faut pas confondre avec le diplôme. La qualification, c'est un mot qui a été inventé par les communistes du début du XXe siècle. Le diplôme, c'est la certification. Si vous voulez manger une bonne côte de bœuf, il vaut mieux aller voir un boucher. Il a un diplôme de boucher. Si vous voulez vous faire opérer dans un bloc chirurgical, il vaut mieux aller voir un chirurgien avec un diplôme de chirurgien et non un diplôme de boucher. Vous voyez, c'est ça la certification. La qualification, non. C'est quoi la qualification? Vous prenez dans une branche d'activité, peu importe laquelle, des postes de travail et vous allez les classer à leur degré de production de valeur. C'est-à-dire que ouvrier spécialisé, ça vaut tant d'euros d'heure. Je dis n'importe quoi. Allez, 7,50 € de l'heure. C'est pas le bon chiffre, hein, on oublie. Manœuvre, ça vaut tant. Et on va classer les postes. Et on va s'apercevoir que la qualification, elle ne dit pas grand-chose du travail concret. Parce que ouvrier spécialisé, qu'est-ce qu'il fait le gars? Ça ne dit rien de son travail concret. Moi, je suis prof. Ma qualification, c'est assistant spécialisé. Si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas ce que je fais. Et pourtant, c'est ma qualification. C'est mon grade. Indice 380. Ça vaut tant de salaire. En fait, on va classer ces différents postes et des fois, il y aura des travaux concrets totalement différents. Moi, dans la fonction publique territoriale, par exemple, j'enseigne donc le piano, mais je peux être à la même qualification qu'un mec qui est sur la voirie. Pourtant, son travail concret, c'est totalement différent, mais j'ai le même niveau de salaire. J'ai le même niveau de production de valeur.
Et là, on comprend, travail abstrait, qui ne dit rien du travail concret. Donc ça, c'est une invention extrêmement importante au XXe siècle, où on a sorti le travail de son unique aspect concret. On l'a mis dans l'abstrait, grâce à la qualification. Alors, nous avons dit tout à l'heure que dans l'emploi, c'est le poste qui est qualifié. Eh bien, dans la fonction publique, en 1946, on a inventé le statut du fonctionnaire et on a qualifié des personnes et non pas des postes. Salaire à la qualification personnelle. Vous comprenez donc maintenant la distinction, la différence, qualification du poste et qualification de la personne même. Et ça, encore une fois, c'est un progrès immense sur le plan anthropologique. Pourquoi? Parce que dans l'emploi, on paye la personne pour ce qu'il fait, la tâche, pour l'activité. Chez les fonctionnaires, on paye la personne pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait. La preuve, pendant la crise sanitaire, mon conservatoire a été fermé. Je n'avais plus d'élèves. Est-ce que j'ai perdu mon salaire? Pas du tout. J'ai continué à être payé à 100%. Alors que dans l'emploi, c'était 70%, chez les indépendants, c'était 0%. Vous voyez l'importance que d'attacher un salaire à la personne, le salaire à vie. C'est très, 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 très important. Et des fonctionnaires, il y en a beaucoup, il y en a 5 millions aujourd'hui. Vous comprenez aussi pourquoi que le statut du fonctionnaire est constamment attaqué depuis le début de son statut. La classe dominante, la classe dirigeante, la classe capitaliste, ne peut pas souffrir l'idée qu'on paye quelqu'un pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Et pourquoi il ne peut pas imaginer cela? Pourquoi ça le révulse? Parce qu'il n'a plus la main sur la production de valeur. C'est plus lui qui décide de ce que je produis comme valeur économique. C'est moi, en tant que fonctionnaire, qui produis ma valeur économique qui s'exprime par mon salaire. Et je ne suis plus à genoux devant un employeur. Je fais juste une incise sur ce que nous avions travaillé la semaine dernière avec le régime des intermittents du spectacle. La moitié des revenus des gens qui sont dans le régime intermittent du spectacle, c'est-à-dire qui touchent l'indemnité salaire du chômage entre deux cachets. La moitié de leurs revenus, c'est du salaire direct, c'est le cachet, l'emploi, c'est le poste qui est payé, c'est le concert, c'est le spectacle qui est payé, c'est pas l'artiste. Et entre deux cachets, il a droit à du salaire socialisé, du chômage. Et ça, c'est détaché de l'emploi. C'est conditionné par les 507 heures, nous l'avons vu la semaine dernière, mais tout de même, ça change le rapport. Entre deux cachets, un artiste, un travailleur du spectacle, qu'est-ce qu'il fait? Il se roule les pouces? La question est même aliénée. Parce que quand je dis qu'est-ce qu'il fait, encore une fois, je pense comme le capital. Parce que pour être payé, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on change nos représentations mentales. Qu'est-ce qui fait qu'on paye un artiste entre deux cachets? La question n'a pas de sens dans un mode de production communiste. Elle n'a de sens que dans un mode de production capitaliste. On s'en fout de ce qu'il fait. On sait bien qu'ils font quelque chose, les artistes et les travailleurs du spectacle. Il ne faut pas rêver. On sait bien que pour monter un spectacle, les artistes ils bossent en amont. Parfois 1 an, 2 ans, 3 ans en amont. Et c'est un travail des fois aussi mental, permanent. Créer quelque chose, c'est pas être sur son poste de travail et dire « Ah, ça y est, maintenant je vais créer quelque chose ». On le sait bien. Les gens qui travaillent dans le spectacle, c'est un travail
infini et constant. Donc, le but des intermittents du spectacle, c'est d'abaisser les conditions d'éligibilité au salaire socialisé. Des 507 heures, il faut passer à 250 heures pour finir à 0 heure. Pour qu'un travailleur du spectacle soit enfin payé pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Il aura donc un salaire à la qualification personnelle. Le troisième miroir de ces institutions communistes, donc la troisième institution capitaliste, c'était le crédit pour investir. Eh bien, les communistes ont déjà inventé autre chose, ce qu'on appelle la subvention pour l'investissement. Un crédit, vous le savez tous, nous le savons tous, il faut le rembourser. Je rappelle le mode de production capitaliste. En tant que travailleur, je produis. En tant que propriétaire lucratif, tu me piques une part de ce que je produis, tu me le prêtes sous forme donc de prêt, et je te le rembourse. C'est pratique, hein? Je produis, tu me piques, tu me prêtes, je te rembourse. Et parfois avec intérêt. Donc de ce cercle vicieux, il faut sortir. Et nous l'avons déjà fait. Quand nous avons créé tout le système hospitalier dans les années 50-60, qui était dans un état déplorable, eh bien nous avons créé tout l'appareil hospitalier grâce à une cotisation sociale, et nous ne sommes pas allés voir les marchés financiers, les banques, pour fabriquer, pour construire des hôpitaux publics. On a subventionné l'hôpital public et on a construit nos hôpitaux. Et on n'a pas remboursé. C'est ça la socialisation de la valeur, la socialisation du salaire. Idem pour l'éducation nationale, on a construit un collège et lycée par jour pendant 10 ans. Un par jour. Sans aller voir les prêteurs. Donc, comment ça fonctionne l'investissement? Pour investir, il faut quand même avancer de l'argent. Cette avance d'argent va générer du travail. Vous êtes un collectif de travail, vous avez besoin d'acheter une machine, vous avez besoin de recruter du personnel. Vous recevez de l'argent, cet argent donc va générer du travail. Ce travail va générer quoi? De la valeur économique, nous l'avons vu. Et de cette valeur économique, on va pouvoir en tirer une cotisation qui va partir dans des caisses d'investissement qui, l'année d'après, pourra être réinvesti, cet argent collecté, pour d'autres projets d'investissement qui va régénérer du travail, donc de la valeur économique, et donc des cotisations, etc., etc., etc. Nous l'avons déjà inventé. Évidemment, encore une fois, la classe dirigeante refuse l'investissement par subvention. La preuve, en 1979, elle a fermé les robinets sur les taux de cotisation qui partaient à l'assurance maladie. Aujourd'hui, l'hôpital public, pour investir, qu'est-ce qu'il fait? Il ne touche plus de subventions, puisque le taux de cotisation est gelé. Eh bien, il va sur les marchés financiers pour investissement. Et nous voyons aujourd'hui le résultat de 40 ans de non-investissement de l'hôpital public. Obligé d'aller chercher sur les marchés financiers pour investir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nomme des gestionnaires. Les gestionnaires gèrent l'hôpital public et on voit le résultat. La première crise sanitaire qui arrive, l'hôpital public est par terre. Il était déjà par terre avant, mais nous étions sourds, on n'entendait pas les hurlements des travailleurs de la santé. Aujourd'hui, ça nous touche. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il n'y a plus de vie. Ah,
on en a supprimé 100 000 dans je ne sais pas combien d'années. Et voilà. Parce qu'on a mis des gestionnaires, et quand on a un gestionnaire, quand les travailleurs de la santé travaillent pour rembourser une dette, eh ben, ils ne produisent plus de la santé. Voilà l'enjeu. Alors, pour parler un tout petit peu du revenu de base, il ne faut pas négliger l'enjeu du revenu de base. Il y a un véritable attrait. Parce que, aujourd'hui, nous avons affaire à toute une jeunesse qui ne veut plus jouer le jeu du capital. Beaucoup de jeunes, ça les emmerde d'aller travailler pour un patron, être soumis à des horaires à la con, fabriquer des saloperies capitalistes. Le niveau de conscience politique de la jeunesse aujourd'hui, il est extraordinaire. D'abord, il y a une conscience écologique, et ça, on ne peut que le féliciter. Et en plus, il sait très bien que, bon, ben, il va faire vivre un patron, des actionnaires, et ça emmerde. On l'a vu avec les ZAD et compagnie. Alors, ces gens qui ne... Parce qu'il n'y a pas que des jeunes quand même. Ces gens qui refusent de jouer le jeu du capital, eh bien, ils bricolent. Ils bricolent avec le RSA. Avec ce revenu, c'est même pas un salaire, il n'y a pas de qualification. Ce revenu merdique de 400, 500 balles, et ben, il travaille. Il produit de l'activité, et puis, quand il invente quelque chose de vachement chouette, vous avez un capitaliste qui arrive, par exemple, la ruche qui dit oui. Vous avez peut-être entendu parler, cette forme de collectivité de producteurs alimentaires qui se mettent ensemble pour produire autrement. Eh bien, vous avez des investisseurs qui arrivent, un Xavier Niel, par exemple, avec un groupe, et qui va dire « Ah, c'est formidable ce que vous avez manqué, allez, moi je vais vous sortir une application, tac-tac, une plateforme, vous allez voir, c'est merveilleux, bam, on est baisé. » Chaque fois que vous allez acheter un panier chez la ruche qui dit oui, vous avez 8% du prix du panier qui va alimenter la rente de Xavier Niel. Et vous voyez, si on propose un revenu de base à 500 balles ou à 800 balles à un type qui ne veut pas jouer le jeu du capital, il va dire oui. C'est évident. Parce qu'il veut s'afficher de s'emmerder avec Pôle emploi, qui l'emmerde tout le temps, avec les papiers, il faut les déclarations. Non. Un revenu de base inconditionnel à 700, 800 balles, il dit yes tout de suite. Et là, sans le savoir, il va jouer le jeu de la classe dirigeante, de la classe dominante, des capitalistes. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu depuis le début, le capital ne veut pas de l'emploi. Ça l'emmerde d'être employeur. Il préfère faire comme... il essaye de délocaliser, gérer une masse salariale, payer des salaires, payer des cotisations, être obligé de suivre le code du travail. La preuve, hein, le code du travail, c'est toujours la plaie, il faut le réduire, il faut de l'hyperflexibilité, il faut pouvoir virer les employés beaucoup plus facilement pour libérer les énergies dans l'entreprise. Enfin, vous connaissez un peu la chanson, hein, toutes ces saloperies. Donc, il veut se délester de l'emploi. Et il est prêt, le capital, à payer un revenu de base pour être tranquille. Ceux qui croient qu'avec 800 balles de revenus de base, ils vont pouvoir négocier leur salaire dans l'emploi, ce sont de grands naïfs. Parce que quand on aura nos 800 balles et que vous allez négocier votre salaire dans l'emploi, eh bien, le capitaliste, il vous dira, tu as 800 balles, pour arriver à 1300 balles au SMIC, eh bien, je vais te donner 500 balles. Au lieu de lui donner un salaire de 1300 euros, pardon, eh bien, il lui donnera 500 euros. Donc, il va augmenter son profit grâce au revenu de base. De plus, le revenu de base sera financé par de l'impôt, non pas de la cotisation. La
cotisation, c'est le salaire socialisé. De l'impôt, de la fiscalité. La différence entre la cotisation et l'impôt. La cotisation, c'est un outil formidable, parce qu'on ne peut pas s'y soustraire. Aussitôt le salaire versé, aussitôt la cotisation part dans des caisses. Alors que l'impôt, c'est ce qu'on appelle la deuxième répartition. De sorte, on va essayer d'équilibrer les choses. Et qui arrive mieux à se sortir de l'impôt? Évidemment, la classe dominante. La classe dominante. Bettencourt, je crois que le calcul avait été fait, Bettencourt, L'Oréal, les plus grandes fortunes internationales, elles payaient uniquement 8% d'impôts. Elle est peut-être la troisième ou la cinquième fortune du monde. Non. Donc, quand on est très riche, on a une armée d'avocats fiscalistes qui savent très bien vous faire passer entre les mailles du filet de l'impôt. Alors que l'impôt pour les moins riches, c'est-à-dire nous, pas de défiscalisation. On paye. Et on paye aussi par la TVA, qui est l'impôt le plus injuste au monde. Puisque peu importe vos salaires ou revenus, nous payons tous 19,6 de TVA dans n'importe quelle transaction. Donc, il faut abattre l'impôt et que tout le salaire soit socialisé. Donc, ce revenu de base va servir, encore une fois, de filet de sécurité pour l'armée de réserve, pour tous les travailleurs qui seront ou dans l'emploi ou auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle entreprise multinationale, Bouygues et compagnie, vous allez sur un chantier de Bouygues. Les mecs qui fabriquent des ponts, du PTP, tout ça. Vous interrogez les ouvriers, il y en a très très peu qui sont employés par Bouygues. La majorité, ce sont des auto-entrepreneurs, des sous-traitants. Parce que Bouygues ne veut plus s'emmerder à être l'employeur. Il préfère sous-traiter. Un exemple plus concret sur le plan du travail du spectacle artistique. Aujourd'hui, peut-être que vous avez, certains d'entre vous ont constaté, moi j'ai 48 ans. J'ai commencé ma carrière artistique, je devais avoir 18-19 ans, et pour faire des concerts, j'étais employé par un organisateur de concerts qui me payait au cachet, qui me délivrait un salaire, une feuille de paie. Et j'ai vu, il y a à peu près une vingtaine d'années, un bouleversement. Ces employeurs, ces organisateurs de concerts, ici même, ça serait tout à fait possible, même si j'ai jamais travaillé avec la Criée, mais je l'ai vu par exemple à la Philharmonie, à l'époque ça s'appelait la Cité de la Musique. La personne avec qui m'employait, qui m'engageait, me demande: Rémi, est-ce que tu as une structure, une association qui peut nous délivrer une facture? Tombé des nues, je dis ben non. Ah bon, ça nous emmerde un peu parce que nous on préfère travailler comme ça. En fait, toutes ces scènes sont soumises à une pression économique. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de dotations pour faire vivre les scènes nationales, les grands, même si ce n'est pas public, même si c'est privé, ils veulent se décharger de la masse salariale. Masse salariale qui fait les contrats de travail, qui fait les fiches de paye, qui joue le jeu de l'employé. Ils préfèrent avoir un prestataire qui dit: tu me donnes une facture, et c'est toi qui deviens l'employeur, et moi, je règle la facture. Ça vous rappelle quoi? Le contrat de louage d'ouvrage. Un donneur d'ordre, et je suis certain que la Criée fait la même chose, quand elle peut. Si vous arrivez ici, vous arrivez à vendre un spectacle à la Criée, elle va vous dire: j'ai besoin d'une association, une compagnie artistique, qui va devenir l'employeur de ces musiciens ou de ces, bon, peu importe, ces travailleurs du spectacle, et la compagnie va envoyer une facture, la Criée va payer la facture, et la compagnie va devenir employeur
ou auto-entrepreneur en général, et elle va avoir des salaires à payer. Moi, ma structure musicale, je n'ai pas les moyens de me payer des employés pour faire les fiches de paye, pour monter les dossiers de subvention et compagnie. Eh bien, c'est Bibi qui se tape tout le boulot pour gratis. Et les compagnies, cette charge de travail, c'est terminé, elles dégraissent leur masse salariale et on augmente le travail gratuit. Comme cela. Ça, c'était pour vous donner un petit exemple concret par rapport à nos activités artistiques. Donc, vous voyez, pour conclure, la supériorité du salaire à vie, du salaire à la qualification personnelle, qui qualifie la personne même, qui a un droit politique au salaire. Tout comme au XIXe siècle, nous avons inventé un droit politique, un droit de vote. Au XVIIIe siècle, vous posiez la question à n'importe qui, à un citoyen, il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas peu importe. Le droit de vote, il venait, mais c'est quoi ce bordel? Et même au XIXe siècle, ça a été compliqué. Il y avait des gens qui ne se sentaient pas légitimes de voter pour la représentation nationale. Ça s'est construit petit à petit. Imaginons le droit de vote qui est arrivé, le droit de vote pour les femmes qui est arrivé bien plus tard. Pourquoi on ne voulait pas que les femmes votent? Parce qu'on savait que les femmes, elles votaient comme les curés. Donc il y avait de la part de la classe dirigeante, de la classe dominante, une opposition totale à cela. Donc il y a eu des combats. Et bien maintenant, il faut passer au combat du droit au salaire, à la qualification personnelle comme droit politique, pour chaque personne. À 18 ans, tout le monde, peu importe son diplôme, a droit au salaire. Il a un premier niveau de qualification, avec une carrière salariale qui irait de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5. C'est encore débattu, certains veulent même de 1 à 1. Bon, ceci, c'est à nous d'en discuter, c'est à nous d'en décider. Donc ça, c'est le premier droit, le droit au salaire. Il y a d'autres... Vas-y. Comment on déterminerait la qualification d'un individu si ce n'est pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est? Eh bien, le premier niveau de qualification, il est inconditionnel. C'est un droit du sol, pas un droit de la nationalité. Je travaille en France, j'ai droit au salaire à la qualification dès 18 ans. Par contre, pour changer de grade, alors ce droit au salaire, attention, un réseau salarial, nous nous mettons à 1700 €. C'est pas 1200 balles, hein. C'est 1700 €. Donc déjà, un bol d'air, hein. 1700 €, c'est le salaire médian aujourd'hui. Médian, ça veut dire que la moitié des salaires en France sont en dessous des 1700 et l'autre 50% des salaires est au-dessus de. Donc, si on met le minimum, pas le médian, le minimum à 1700 €, c'est un progrès immense. Une carrière salariale, ça veut dire quoi? Nous allons passer des épreuves de qualification pour passer au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, avec une limite en fin de carrière de 5 000 € net d'impôts. Il n'y a plus d'impôts dans cette histoire, hein. Il n'y a que de la cotisation sociale. Qui pense aujourd'hui, à la fin de sa carrière, avoir, dans le mode de production capitaliste, avoir un salaire net de 5 000 €? Donc, ce n'est pas un droit à la misère qu'on est en train de développer. Hein? Oui, Macha, oui, elle est ça. Et beaucoup plus. Les stars du monde artistique, eux, ils ne seront pas d'accord. D'accord? Je rappelle, pas pour balancer, mais pour dire les choses, que les stars du chant lyrique, de l'opéra, à l'opéra,
il y a quelques années, il y a une loi, pas une loi, mais il y a un règlement qui est passé, qui a été une sorte de consortium entre les grandes maisons d'opéra, entre Bastille, le Met, bon, peu importe, toutes ces grandes maisons. Elles ont décidé de ne pas payer, de fixer une limite au cachet des grandes stars. Par cachet, par concert, la limite a été de 25 000 €. Pas plus de 25 000 € pour payer Jonas Kaufmann, pour payer Nathalie Dessay, pour payer Cecilia Bartoli. 25 000 €. Rassurez-vous, dans le milieu, on sait tous que c'est faux. Officiellement, on dit 25 000, mais ça se négocie. Cecilia Bartoli, par concert, c'est 90 000 €. 90 000 €. Je le répète parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. À Bastille, un grand rôle, par production, c'est 10 dates. 10 dates minimum. Quand Nathalie Dessay, elle fait La Reine de la Nuit, à Bastille, c'est pour 10 fois, multiplié par 25. Elle se paye un appartement par prod. D'accord? Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ça, c'est le dessus du panier. En France, il y en a 10 comme ça. Même pas. La précarité chez les artistes lyriques, ça existe. Je suis bien placé. Ma compagne est artiste lyrique et c'est pas une star. Alors évidemment que ces stars, elles jouent le jeu des stars. Il faut l'ultra-médiatisation, la communication, voilà. Mais on parle de personnes. Les calculs ont été faits il y a quelques années. Un type qui touche 6 000 € par mois de salaire net, ça correspond à 8 500 € avec tout. Enfin, 6 000 €, c'est quand il a payé tout l'impôt, les taxes, compagnie. D'accord? Donc, ça fait 8 500 €. En France, qui touche 6 000 € net d'impôts en termes de pourcentage? Vous avez une idée? 1 pour 1000. J'ai essayé de vous avoir, mais ça n'a pas marché. 1 pour 1000 touche 6 000 € par mois. 1 millième. On va tout de même pas s'emmerder pour 1 millième des gens. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oh là là, il faut pas scléroser l'investissement, il faut pas être haro sur les riches. » De quoi on parle? 1 millième des gens. Nous, on propose une carrière de salaire d'entre 1700 et 5000 ou 1700 ou 6000. Bon, à débattre. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, il va y avoir des épreuves, mais des épreuves de qualification, il y en aura peut-être 2 dans la vie. Eh bien, il faudra passer devant un jury de qualification. Qui y aura dans ces jurys de qualification? Eh bien, les travailleurs, évidemment. Ça ne sera pas des élites, enfin, ça sera démocratique. Évidemment qu'il ne faudra pas que dans le jury de qualification, on connaisse la personne qui est jugée. Mais ça, on sait faire. On sait faire ce genre de concours dans la fonction publique. Hein. Eh bien, il faudra prouver que, tout de même, on a réussi à se faire embaucher dans des collectifs de travail, que nous avons fait des choses, que nous avons participé à la production de richesses et la production de valeur économique. Voilà. Ça, on sait faire. Alors, cet aiguillon, un peu, de la carrière salariale, c'est pour peut-être inciter les gens à vouloir... inciter les gens à travailler sur des postes qui seront peut-être un peu difficiles. Imaginons, dans la santé, il faut bien un service de nuit. Eh bien, on peut décider démocratiquement que les gens qui auront travaillé tant d'années, évidemment, il faut que ça soit limité, mais 5 ans dans sa vie en service de nuit, eh bien, ces gens-là grimperont plus rapidement en qualification. Ça, c'est peut-être une incitation aux travaux dits pénibles. Et puis les travaux pénibles, en général, il faudra essayer de les éradiquer. Carrément. Mais, des fois, c'est pas possible. Il y a des
des entreprises qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler toute la journée. Il y a des machines qui ne peuvent pas être éteintes. Donc, on pourra inciter au travail grâce à une accélération à l'élévation du grade. Il y a un autre, et après j'arrêterai là parce que vous allez sans doute me poser plein de questions, mais il y a un autre droit, donc le salaire à la qualification, le droit de participer au jury de qualification, et surtout le droit, un autre droit, à la propriété donc collective des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire une propriété collective? Ça veut dire que le travailleur, collectivement, il décide de sa hiérarchie. Masha Makayev, sans doute, très compétente comme directrice de la criée. Et bien maintenant, elle devra rendre compte, non pas au ministère de la Culture, mais aux travailleurs de la criée. C'est les travailleurs de la criée qui vont décider collectivement si c'est elle qui a le poste de direction. Vous nommez, il faut bien des gens qui décident dans un collectif de travail. Pas tous, vous le voyez, vous êtes en collectivité en ce moment, vous débattez, tout ça, mais à des moments donnés, vous dites, bon, on débat toute la journée, mais on aimerait bien faire notre métier, notre travail. Donc, il y a un temps pour tout. Eh bien, il faut de temps en temps des gens qui décident, qui prennent des décisions. Si vous n'êtes pas content de la décision prise par la direction, les travailleurs, collectivement, auront tout à fait le droit de dire, ah ben non, ça ne nous convient pas, hop, on prend une autre personne. Choisir la direction, sa hiérarchie, ok, mais choisir aussi de la production. Je travaille pour produire quoi? On est plein, on voit bien beaucoup de travailleurs dans des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, dire ce que je fais, c'est de la merde. Moi, je le vois en tant que fonctionnaire de la territoriale. Je suis professeur. Mais, donc j'ai un droit au salaire, à la qualification personnelle. Là-dessus, c'est très bien. Mais je n'ai pas droit aux décisions de mon conservatoire. J'ai une hiérarchie, encore une fois, je le redis, aujourd'hui, elle est super, mais ce n'est pas le problème. Je peux gueuler contre ma direction, mais ça ne change pas le problème. Je n'ai pas de droit décisionnel dans les réunions pédagogiques, par exemple. Il y a un type qui arrive, le directeur, il dit cette année on va faire ça, 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 ça et ça. Et si je ne suis pas d'accord, je n'ai aucun pouvoir collectif pour changer cela. Donc tout cela, il faut qu'on commence à le penser. Dire, je veux un salaire à la qualification personnelle parce que je suis un producteur de valeur, c'est un droit, c'est une avancée anthropologique, mais pourquoi faire? Pour décider au travail, décider de la production. Pour décider de la production, ça ne se décrète pas, ça se construit. Il faut qu'on commence collectivement à penser cela, à se sentir légitime. Parce que aujourd'hui, l'école, je déborde un peu sur le sujet du salaire à vie et revenu inconditionnel, mais l'école, elle apprend en général à légitimer certains, ceux qui réussissent, et à délégitimer les autres. Je prends un exemple encore une fois très concret. J'ai eu la chance de rentrer dans une très grande école, le Conservatoire national supérieur de musique à Paris, à l'âge de 16 ans. Je suis sorti de là, mais hyper fier à 16 ans. J'étais un élu, 300 candidats par an, 12 qui rentrent par an. Bon bref, un melon comme ça. Je ne me suis jamais retourné vers les 288 qui sont restés sur le trottoir. C'est bien plus tard que j'ai réalisé les dégâts qu'engendrait ce genre d'élitisme, ce genre de notation, d'évaluation. Il y a 288 gars qui ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les grandes écoles. Il faut qu'on commence à le penser.
Les notes à l'école, c'est la même chose. Le gars qui a entre 15 et 16, 17, 18, tout va bien. Il se présente dans les prépas, c'est normal qu'il soit un dirigeant à la fin. Ceux qui ont entre 8 et 11, moyen, et alors le reste, on n'en parle pas. Ces gens-là, ils ne vont jamais se porter candidats au pouvoir, à la décision. Et moi, je le vois même dans les réunions pédagogiques. On le voit dans les collectifs. Il y a des gens qui ne prennent pas la parole. En général, les réunions, c'est la prime à la grande gueule. J'accepte ce rôle aujourd'hui. Et les mecs prennent plus facilement la parole. Et puis, il y en a qui ne prennent jamais la parole. Il faut se demander aussi leur parcours scolaire. L'institution, qu'est-ce qu'elle a ancré chez eux à ne pas se sentir légitime. Donc, penser le travail collectif, penser l'autogestion, c'est penser aussi à une école qui nous apprend à dire que l'économie, c'est pas eux, mais c'est lui. Voilà, j'arrête là. Si vous avez des réactions, des questions. Moi, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à cette élite étudiante qui est créée notamment dans les écoles d'art. Et je me demande, comme c'est souvent des formations qui requièrent un petit nombre et un grand investissement pour un petit nombre et qui fait des formations très intenses, très diversifiées sur plein de points, comment faire en sorte que l'accessibilité à ces formations qui sont pour l'instant élitistes, comment rendre possible l'accès à ce genre de formation sans faire de sélection en amont drastique, quoi. Alors déjà, ça demande un renversement mental. C'est-à-dire que le public aujourd'hui, l'école publique, l'éducation publique, nous appelons ça un coût, une dépense publique. Nous avons intégré le mode de production capitaliste qui dit ne produit de la valeur économique que si je mets en valeur du capital. Les autres, les soignants, les fonctionnaires et tout le reste, les chômeurs, les parents, les retraités, ils dépensent publiques. La santé, c'est un coût. L'éducation, c'est un coût utile. Nous avons besoin de profs. Mais quand même, pas de bol, ils ne produisent pas la valeur. Et là, on est baisé. Nous intégrons l'idéologie capitaliste. Ce que dit Bernard Friot, lui, il dit, mais non, il a démontré d'ailleurs, il ne le dit pas, il le démontre. Il dit non, ces fonctionnaires, ces soignants, ils ne coûtent pas à personne. Ils produisent la valeur. Alors ça se retrouve dans le salaire. Alors les profs, c'est l'impôt qui finance et les soignants, c'est la cotisation. Bon, ça c'est de la technique, c'est de la mécanique, l'articulation, on s'en fout. Mais si la cotisation et l'impôt, c'est d'autres qui la payent, c'est-à-dire que moi, je paye l'impôt, enfin nous payons l'impôt, nous payons les cotisations sociales, nous les payons, oui, mais ce n'est pas nous qui les produisons. La ligne cotisation maladie, qui finance le salaire des soignants, je la paye collectivement, mais je ne la produis pas. Production de valeur économique. Il n'y a que le travail vivant qui produit de la valeur économique. Donc le travail des soignants produit la valeur économique. Donc le salaire qu'ils touchent, c'est l'expression de leur production de valeur économique. Donc la production, quand je paye la cotisation, je la paye, oui, parce qu'eux, ils sont dans du non-marchand, d'autres sont dans du marchand, mais cette ligne est l'expression de leur production, pas de la mienne. La seule chose que je produis, concrètement, comme valeur, c'est mon salaire net et le profit quand je travaille dans l'emploi. D'accord ? Le reste, les cotisations patronales et les cotisations salariales,
c'est l'expression de la production de valeur économique d'autrui. C'est clair ça? Donc, pour revenir à ta question, l'enseignement. Pourquoi aujourd'hui, je ne connais pas bien les autres secteurs d'activité des arts, mais en musique, pourquoi il n'y a seulement que 2 conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse en France, Paris et Lyon? Pourquoi 2? Pourquoi 2? Parce que ça coûte, nous dit le capital. La dépense publique. Il ne faut quand même pas... on le voit bien, hein, quand vous discutez avec un directeur de subvention publique, les dépenses publiques, on va réfléchir à 2 fois à qui on va subventionner. C'est la dépense publique, c'est pas notre argent. C'est complètement con de dire ça. C'est accepter la définition capitaliste de la valeur. Quand vous donnez une subvention à une compagnie, la subvention, c'est l'expression de sa production de valeur à cette compagnie. Non pas l'expression de la production du travailleur dans l'emploi, qui paye la cotisation. Donc voilà, donc on peut très bien augmenter les institutions d'art d'une façon gigantesque. C'est une décision démocratique. Si on veut une société où il y a plus d'artistes, ce qui me semble être une bonne chose, eh bien, il y aura forcément des institutions, et beaucoup plus d'institutions. Pardon. Oui, je voulais dire en plus, je pense que ça défend aussi une idéologie justement d'élitisme avec quelques-uns qui méritent plus que d'autres, et donc de compétitivité, et donc ça va justifier aussi des écarts énormes, style un cachet à 80 000. Enfin, du coup, cette espèce de fiction-là qu'on se raconte, elle va avoir plein de répercussions après sur un lien au travail et au mérite et même à la valeur que certains ont par rapport à d'autres. Style, si tu as fait le CNSM, tu es censé être... tu vois, ça légitime beaucoup de choses dans l'esprit des gens, quoi. Particulièrement en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où il n'y a pas un tel rapport au diplôme, par exemple dans les pratiques artistiques. Parce que c'est vraiment discutable ce truc-là. Pourquoi? Quand on voit les artistes qu'on aime, jamais une seconde on va penser au diplôme qu'ils ont. C'est quand même hallucinant, alors qu'en France, il y a tout un truc où si tu as coché cette case-là, après, clac, ça va... Et oui, ça légitime les cachets. Ouais. La violence économique. Qu'est-ce qu'on fait tous quand on va dans un concert? Qu'est-ce qu'on fait? On nous propose quoi dans le programme? Bon, l'opéra, le concert, les œuvres, et bam, le CV des artistes. J'ai payé ma place, mais c'est pas pour de la merde. Oh là là, elle a fait ça, celle-là, d'accord, elle sort de telle école, Hein? Moi, je viens d'une éducation où je travaille avec un type extraordinaire qui s'appelle Jean-Paul Combé, au Festival d'Art La Bataille, l'Académie Bach. Il avait une grande maison de disques dans laquelle j'ai enregistré, qui s'appelait Alpha. Aujourd'hui, malheureusement, il a été racheté, il n'est plus le propriétaire. Il a une autre maison de disques, l'autre monde. Eh bien, quand il m'a engagé pour faire un disque et des concerts, je lui ai naturellement proposé mon CV. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je foute de cela? Dans son festival, il n'y a pas un seul CV des artistes. Dans sa boîte de disques, les pochettes de disques, il n'y a pas un seul CV des artistes. On travaille pour autre chose que pour bomber le torse en disant, vous avez vu, oh là, non, on travaille pour notre métier, pour l'art, les choses qui nous animent en tant qu'artiste. C'est bien mieux que se vendre, parce qu'un CV c'est ça, c'est se vendre sur un marché du travail. Imaginons que les artistes aient enfin un salaire à la qualification personnelle. Vous imaginez le nombre, la multiplication de projets artistiques qui va s'opérer en France. Aujourd'hui, pourquoi il y a si peu de création? Mais parce qu'il faut vendre. Et pourquoi cette création, elle se ressemble finalement un peu toutes? Tout est stéréotypé. Parce qu'il faut se fondre dans le marché du travail culturel. Et les institutions qui nous homogénisent, c'est les saloperies des Césars, les saloperies des victoires de la musique, les saloperies des Molières, qui sont là pour nous dire,
Regardez, c'est ça la culture légitime, c'est ça la création légitime. Si vous êtes en dehors, mais vous n'êtes pas légitime. C'est normal que vous ne soyez pas employé par les grandes scènes nationales et compagnie. Donc, un salaire à la qualification personnelle, fini les employeurs, fini les directions qui décident si je vais être embauché ou pas. Moi, si je veux faire 30 concerts par an, je les ferai. Je m'en fous, je suis payé quoi qu'il arrive. J'aurai mes 1700 balles, mes 3000 balles ou mes 4500 balles selon mon degré de qualification dans ma carrière. Je ne serai plus payé au cachet. Enfin, je serai plus payé au cachet. On va libérer les employeurs du salaire. Ils ne paieront plus leurs salariés, leurs artistes. Ils cotiseront, à hauteur de 60% de la valeur ajoutée, bon, peu importe, c'est la technique, tout ça. Ils cotiseront à une caisse de salaire. Ils cotiseront à des caisses d'investissement. Ils cotiseront à une caisse de sécurité sociale pour la culture, qui va financer les salaires des artistes, qui va conventionner les scènes. Une sécurité sociale de la culture, qu'est-ce que ça serait? Ça serait une socialisation encore du salaire. On va créer encore une ligne de cotisation de la culture, hein, et on va conventionner des salles. Des scènes. On ne va pas conventionner la fondation Louis Vuitton. Si elle veut être conventionnée, la fondation Louis Vuitton, eh bien, il faudra qu'elle soit en autogestion. Et oui, la scène de la Criée, si elle veut être conventionnée par la sécurité sociale de la culture, eh bien, il faudra qu'il y ait de l'autogestion à la Criée. C'est des choses... Pourquoi nous, on essaie d'intervenir un maximum à Réseau Salariat dans ce qui se passe en ce moment qui est extraordinaire, les occupations des théâtres? C'est pour semer des graines, pour que tous ensemble, les travailleurs de la culture, encore une fois, les travailleurs de la culture, je le répète, la culture n'est pas en danger. Arrêtons avec ces mots d'ordre contre-productifs. La culture va s'en sortir. En plus, la culture bourgeoise, imaginez bien qu'elle va très très bien s'en sortir. Le péril aujourd'hui, c'est les travailleurs de la culture. Eh bien, puisqu'il y a des occupations, il faut se servir de ces occupations pour penser l'émancipation, pour penser la gestion collective de nos lieux de travail. Au début, il y a eu, et je sens que c'est en train de bouger, au début, les gens sont rentrés dans les théâtres, un peu timidement, parce que notre culture, c'est pas la culture de la castagne. Donc les artistes sont un peu éduqués par la bourgeoisie, tout de même. Donc on n'ose pas trop foutre le bordel. Et on a occupé en négociation avec les directions. Les directions, elles ont dit, attention, vous avez le droit de foutre le bordel là, ok, bien, attention, là il y a des vrais travailleurs, et là il y a de la création. Hors de question de dire quoi que ce soit, de les empêcher de produire pour nous. D'accord? Pour nous, pour la direction. Et nous avons accepté ce deal. Tant nous avons intégré la subordination aux directions. Maintenant, au bout d'un mois, on sent bien qu'il y a des questions qui se posent. La question qui se pose, nous occupons, mais pourquoi faire? Pour faire les charlots, là, sur Facebook, pour faire des agoras, danser dans la rue? On va être un peu amer dans un mois. Hein. Si, dans un mois, tout reprend comme avant, le marché du travail, de la culture, la soumission aux hiérarchies, la soumission aux décideurs, des gens qui donnent des subventions, au mécénat, encore le marché de l'emploi pour les artistes, encore la précarité, encore les 507 heures qui sont pratiquement toujours plus difficiles à atteindre. Non, il faut qu'on pense maintenant à l'émancipation. Et oui, il faut peut-être aller dire à ces gens-là, mais pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour vous-même ou vous travaillez pour une idéologie, d'une direction, d'une hiérarchie? Ça ne veut pas dire qu'il faut les empêcher de travailler, ils sont sans doute très contents de produire ce qu'ils sont en train de produire. Mais il faut maintenant qu'on pense à tout cela. Je ne dis pas que c'est simple, hein, je ne veux pas avoir l'air de faire le mec qui donne des leçons.
Loin de moi cette idée, hein. Mais il faut qu'on se saisisse de tous ces sujets, qui ne sont pas simples à résoudre. Oui. Et du coup, à quelle échelle se pense le salaire à vie? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est forcément dépendant de l'État? Est-ce que c'est l'État qui le verse? Ou est-ce que c'est des caisses mutualisées? Ouais. Dans quel cas, si c'est des caisses mutualisées, est-ce qu'on peut aussi changer d'espace? C'est-à-dire pas penser l'espace comme l'espace national, mais penser des espaces comme des espaces délocalisés les uns les autres qui travaillent ensemble dans un réseau. Parce que moi je pense que la question quand même que tu poses, c'est pas tellement celle de la subordination, c'est celle du rapport de force. Il y a des conventions qui ont été signées avec les directions ou avec les mairies, etc. Parce qu'en fait il y a une peur de se faire expulser, parce que certes en 1946 il y avait 20% de la population qui était armée, qui avait fait la guerre et qui était révolutionnaire, donc là on peut mettre en place la fonction publique et la sécurité sociale, mais depuis il n'y a plus de progrès, quoi. Le progrès il s'en va de plus en plus et ceux qui sont armés nous attendent dehors avec des lacrymos et des matraques, quoi. Donc la question elle est là aussi, c'est comment on met en place le rapport de force et quelle voie il prend ce rapport de force. Moi je ne crois pas qu'on puisse renverser l'État comme ça et mettre en place un système socialisé du jour au lendemain au niveau de l'État. Ça me paraît impossible dans l'État et par rapport de force actuel. Et la question c'est comment, à quelle échelle en fait, est-ce qu'on peut penser ça aujourd'hui très concrètement? Est-ce qu'il y a des caisses mutuelles d'artistes qui se mettent en place dans les théâtres occupés, peut-être pour mutualiser la lutte et mutualiser voilà, essayer de cotiser, commencer à cotiser, ça peut être une première étape, je sais pas. Alors, on a un modèle. Bernard, dans ses travaux historiques, a relativisé cette période de 1946 qui disait que, effectivement, que nous avions des millions de militants communistes armés, une classe dirigeante disqualifiée parce qu'elle avait collaboré avec sous l'occupation. Non, ces travaux ont démontré que ça, c'est une fable. La classe dirigeante qui avait collaboré n'était absolument pas disqualifiée. Au contraire, elle était plus que dominante. Et quand le régime général de la sécurité sociale s'est créé tout début de 1946 et non en 1945, eh bien, ça a été fait grâce à une CGT qui était elle-même divisée. Donc on voit que ça a été possible parce que, certes, il y a eu un ministre communiste dans une fenêtre de tir d'1 an, hein, Ambroise Croizat, c'est 1 an seulement en 1946. Et surtout, des militants de la CGT qui ont œuvré à construire des caisses primaires de sécurité sociale. Ces caisses qui étaient là pour récolter sur un plan macroéconomique les cotisations sociales. Et ça a été une lutte terrible, surtout pour qu'elles soient autogestionnaires. C'est-à-dire que ces caisses étaient sous la domination de la classe ouvrière elle-même. La CGT avait bien compris qu'il ne fallait pas d'État. Il fallait que ce soit des caisses privées. Souvent, on pense que le communisme, c'est la collectivité de toutes les entreprises. Non, c'est du privé. C'est du privé d'usage. C'est-à-dire que l'État, on sait bien qu'il roule toujours pour la classe dominante. Donc, la caisse de salaire, il faudra qu'elle soit gérée par nous-mêmes et non pas par l'État. Il faut que ce soit nous-mêmes décidions collectivement du taux de cotisation pour la caisse de salaire, pour la caisse d'investissement, les caisses de sécurité sociale, sectorielles, alimentaires, culturelles, logement. Il y a un tas de choses. Et il y a une chose à bien comprendre, c'est que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. La deuxième chose, c'est que nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà 25% du PIB qui est socialisé. Ça veut dire que nous produisons hors emploi. Nous ne mettons pas en valeur du capital. Et que ce n'est pas un coût, et que la notion de dépense publique n'a pas de sens. À part si on est totalement colonisé par le mode de production capitaliste. Dès qu'on entend dépense publique, c'est qu'on est en train de se faire couillonner. Il n'y a pas de dépense. Et le type qui touche une subvention, eh bien, il n'a pas à rougir. C'est lui-même qui produit l'argent qu'il touche. Le chômeur, l'artiste, entre deux cachets, l'indemnité chômage,
souvent les artistes, ils sont là, ils se disent ouais, c'est vraiment, je bénéficie du régime des intermittents, et un peu gêné, ça tombe tout seul tous les mois entre deux cachets, il est un peu gêné. Il est gêné parce qu'il a intégré que c'était une aide entre deux cachets. Et aujourd'hui, je vois dans les débats avec la CIP, c'est que c'est un peu encore là. Il faut continuer le droit au chômage pour tous, mais le droit à l'aide aux précaires. C'est pas une aide, c'est du salaire socialisé. Et même avec certains de la CGT, on se dispute. Parce qu'ils veulent un droit à l'emploi pour tous. Un droit à l'emploi pour tous, c'est un droit à la subordination pour tous. Donc, ce sont des gens quand même, on est dans le même camp, hein, évidemment. Mais il faut penser plus loin. Bernard, souvent, il dit l'au-delà de l'emploi ou l'infra-emploi. L'emploi, on va dire que c'est la matrice, d'accord? Si le revenu de base, c'est l'infra-emploi. Le salaire à vie, c'est l'au-delà de l'emploi. Ça nous émancipe de la subordination de l'emploi. Et nous avons déjà commencé. Donc il faut étendre. Les cheminots, quand ils se sont fait avoir, quand on leur a enlevé le statut, comment ils se sont défendus? Fort mal. Ils ont dit ah non, mais bon, le statut, c'est pas grand-chose, on a des missions spéciales, en gros, c'est dur d'être cheminot. Bah, les gens ont bien compris qu'ils se foutaient de leur gueule. Quand les gens disaient bah oui, vous êtes des privilégiés, ils ont dit non, nous ne sommes pas des privilégiés. Alors qu'il fallait dire oui, nous sommes des privilégiés, nous avons un poste à statut. Et ce qui est bon pour moi est bon pour toi. Donc il faut qu'on se batte. Moi, quand on me dit quand tu es prof, tu es privilégié, tu as un grade, tu as un salaire, quoi qu'il arrive. Ah ben oui, je suis un privilégié, bien sûr. Et il faut que nous soyons tous des privilégiés. Il ne faut pas commencer à avoir honte des conquis sociaux. Le statut de la fonction publique, c'est anthropologiquement une révolution. Il faut qu'on l'intègre et qu'on ne soit pas gêné d'avoir cela. Parce qu'il y a des pauvres restaurateurs qui sont en train des travailleurs indépendants qui sont en train de crever la faim. Il faut être solidaire avec eux, oui, pour qu'ils aient la même chose que nous, les fonctionnaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Mais en tout cas, l'État, non, c'est pas de l'État. C'est pas de l'État, au contraire. Et ce qui est... Les avancées sociales d'une corporation, ou même, voire d'un pays, feront des petits au niveau international. Je ne nie pas la violence, hein. Le capital est prêt à tout pour garder la main sur la production de valeur économique. Nous l'avons vu avec la crise des Gilets jaunes. Les LBD, les coups de matraque et les gaz lacrymaux, c'est la réponse capitaliste à tous ceux qui oseront gueuler. Avant, ils prenaient un peu des gants. Maintenant, c'est fini. On ne prend plus de gants. On a foutu en l'air le statut des cheminots, on va foutre en l'air le régime général des retraites, on va foutre en l'air le statut de la fonction publique. C'est le prochain chantier de Macron. Macron, s'il repasse, Macron ou les autres, hein, on s'en fout, hein, c'est pas Macron le problème. Hein. Si la classe dirigeante, la classe dominante passe encore une fois, c'est dans les tuyaux. Dégraisser le mammouth. Le projet de Fillon, je ne sais plus combien, il y avait 100 000 fonctionnaires en moins. Ça rigole pas, hein. Les gens, ils ont bien compris, hein. Bon, souvent, les couples, il y a un des deux du couple est fonctionnaire. En temps de crise, ils ont bien été contents, hein, d'avoir au moins le salaire du fonctionnaire. Donc il faut vraiment penser à tout cela. Ça vous laisse sans voix. Est-ce qu'on en reste là? Je pense, oui.
Merci beaucoup. Ben, merci à vous et bon courage pour tout. Merci.